Éducation nationale, les inscriptions à la maternelle et au CP1 dans les établissements publics ont démarré ce matin. Les parents ont jusqu'à samedi prochain pour permettre à leurs enfants âgés de 3 à 9 ans d'aller à l'école. Dans cette édition, nous nous rendrons à Boaké. La coordination générale des comités d'assainissement de la ville fait de la propreté son cheval de bataille. Dans le cadre d'une campagne contre l'insalubrité, elle a distribué des poubelles aux populations. Et puis, pas de frappe imminente sur la Syrie. Le président américain Barack Obama décide de consulter le Congrès avant de prendre toute décision. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. À 16 h cet après-midi, le président de la République donnera le premier coup de pioche pour le lancement des travaux de la route Abobo-Anyama. Cette route existait avant, mais est dégradée depuis une dizaine d'années. Le tronçon à réhabiliter, long de 4,6 km, devrait coûter environ 7 milliards et 500 millions de francs CFA. Il sera livré dans 12 mois. Je vous le disais en titre, c'est aujourd'hui que démarrent les inscriptions à la maternelle et au CP1 dans les établissements publics. Pour le préscolaire, sont concernés les enfants de 3 à 5 ans et pour le CP1, ceux âgés de 6 à 9 ans. Il faut noter que les enfants ne disposant pas d'acte de naissance peuvent être inscrits à condition que leurs parents s'engagent à produire le document plus tard. Ces inscriptions à la maternelle et au CP1 sont entièrement gratuites. Les inscriptions à la maternelle et au CP1 prennent fin samedi. Éducation toujours, les ONG École pour tous de Boaké et Soleil Levant de Bondoukou au secours de 300 000 enfants. Elles comptent réaliser 40 classes passerelles dans plusieurs villes du pays. Le reportage de Soro Corona et Charles Tatou. En Côte d'Ivoire, plus de 300 000 enfants de 9 à 13 ans n'ont jamais eu accès à l'éducation, dont 30 000 dans la région de Boaké. Ces tout-petits sont pour la plupart des enfants adultérins, des enfants victimes des effets néfastes de la crise vécue et de la tradition, notamment celle qui veut que les enfants soient soumis aux travaux domestiques et champêtres. À ces raisons, il faut aussi ajouter la présence massive des enfants dans de nombreuses écoles coraniques du fait de certains parents qui fuient leurs responsabilités. Et pourtant, dans la vision du gouvernement ivoirien, l'éducation doit être gratuite et obligatoire pour tous les enfants. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui suivent les bœufs, qui jouent dans les cours et qui souvent même n'ont même pas d'extrait de naissance pour aller à l'école. C'est dans nos projets et c'est notre intention que cette année, il y ait au moins 1 ou 2 classes passerelles dans la commune de Mankono. Pour permettre à ces gamins de bénéficier des mêmes droits que leurs camarades de l'école formelle, l'État a initié la création des classes passerelles, qui consiste à une formation accélérée pouvant permettre de détecter ceux qui sont aptes à suivre les cours normaux. Pendant 8 mois, ces enfants vont se familiariser aux lettres et aux chiffres. Les excellents vont être inscrits au CM1 et les autres au CE2. Pour relever ce défi, il est prévu pour la rentrée scolaire 2013-2014 la réalisation de 40 classes passerelles au bénéfice des enfants des régions de Boaké, Mankono, Séguéla, Korogo, Odiéné, Bondoukou et Aboissou. Les ONG École pour tous de Boaké et Soleil Levant de Bondoukou viennent de former 40 animateurs et 4 superviseurs qui vont animer ces classes passerelles. Nous pensons que la question de retour d'accès à l'éducation de tous les enfants va être maintenant une réalité en Côte d'Ivoire, étant entendu que les autorités de l'éducation s'y intéressent et ont accepté d'avoir une convention avec des organisations de la société civile. Durant 12 jours, ces éducateurs ont été formés aux méthodologies des disciplines enseignées dans les classes passerelles, à la tenue des documents pédagogiques et administratifs et à l'utilisation de manière efficiente des graphismes. À travers le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base, ces ONG vont donner la même chance à tous les enfants de Côte d'Ivoire d'avoir accès à l'éducation. Et refermons le volet éducation de notre édition avec ce don de plus de 25 000 livres à 14 établissements scolaires de la Côte d'Ivoire.
L'œuvre est de l'association Bresse Ivoire. La cérémonie de remise de ces ouvrages a été suivie pour nous par Ouattara Amadou et Charles Tatou. 21 tonnes de manuels scolaires ont été réceptionnées par le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké 2. C'est un don de l'association Bresse Ivoire destiné à 14 établissements scolaires des ex-zones CNO. Ces manuels ont été collectés en France par Bresse Ivoire auprès de ses partenaires. Les frais de transport et de dédouanement, estimés à 12 millions de francs CFA, ont été assurés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Bouaké, capitale du centre, a été choisi pour la remise officielle du Didon. Traoré Tiegoué, représentant Madame la ministre de l'Éducation nationale, a rassuré aux donateurs la bonne utilisation de ces ouvrages. C'est d'en faire une bonne utilisation pour que l'objectif dans lequel ces livres ont été donnés soit satisfait. Un bon usage pour que Madame la ministre retrouve la tête haute, pour que la Côte d'Ivoire même en bénéficie. Le Français Yvan Christophe souhaite, à travers ce don, contribuer à la redynamisation du système éducatif ivoirien. Pendant la crise, Yvan Christophe a constaté que toutes les écoles étaient presque délabrées. Ça fait la première motivation. La deuxième motivation, c'est que la sœur en question, malheureusement, n'a pas pu faire les écoles, compte tenu des moyens dont ne disposaient pas ses parents. Vu ces deux réalités, il a trouvé nécessaire, surtout avec l'hospitalité des Ivoiriens qu'il a rencontrés, il a décidé vraiment de venir en aide à cette population. Né en 2010 de l'association d'un couple ivoirien et français, l'ONG Bresse Ivoire a pour mission de venir en aide à la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, dont celui de l'éducation, de l'économie et de la culture. Rendons-nous à Kong. La ville historique située dans le nord de la Côte d'Ivoire se met sur le chemin du développement. Sous l'impulsion de la nouvelle équipe municipale, Kong trace les sillons de son essor. Le reportage de Kader Sogodogo dans un commentaire de Kwadio Kwame. Pour la prochaine rentrée des classes, la ville de Kong et les villages de la commune bénéficieront de 108 classes du primaire. Des infrastructures telles que les routes, les centres de santé, l'électrification, l'adduction en eau potable sont en nette amélioration. Tous ces efforts sont à mettre à l'actif du tout nouveau conseil municipal avec à sa tête le ministre Birahima Tene Ouattara. Le nouveau maire invite donc les Konga à s'unir pour le développement de leur localité. L'appel que je peux lancer, c'est l'appel à la cohésion, l'appel donc au soutien pour qu'on puisse quand même mener quelques chantiers sociaux au niveau de comme ça, le plus important en réalité. Mais il faut donc pour cela qu'il y ait de la solidarité et de la cohésion. Sur place, les différentes composantes de la population sont prêtes à soutenir toutes les initiatives allant dans le sens du développement de leur localité. En payant les taxes, et nous devons obtenir ce que nous voulons avoir. Donc vraiment, je suis vraiment prêt à dire à tous les commerçants de faire face au paiement des taxes. Les femmes, elles améliorent leur commerce et qu'elles acceptent, elles laissent les filles aller à l'école au lieu de les mettre dans des foyers comme les bornes et puis éviter l'exode rural des filles. Nous incitons les jeunes à aller beaucoup à l'école, surtout l'école des Blancs. Si aujourd'hui on parle du président Alassane Ouattara, c'est parce qu'il a été à l'école. Si on parle du ministre Ibrahim, c'est parce qu'ils ont été à l'école. Donc nous exhortons les jeunes à se rendre beaucoup à l'école. Aujourd'hui à Kong, il est difficile pour les nouveaux fonctionnaires de se trouver un logement. Toutefois, l'équipe municipale procédera dans les tout prochains jours à la pose de la première pierre du projet Opération immobilière à Kong. Cela va soulager à coup sûr les nouveaux fonctionnaires en service dans la localité. Direction le centre-ouest du pays, précisément à Dodjanyoa. C'est dans la sous-préfecture de Gagnoa. Francis Boifo, notre reporter, a assisté à l'investiture du chef du canton Kpakolo, dont dépend le village. Et le nouveau chef de canton n'est autre que notre collègue Noël Niayo. Le nouveau chef du canton Kpakolo dans la sous-préfecture de Gagnoa est le choix de l'unanimité. Tous les 22 chefs que compose le canton voient en lui un homme capable de défendre les intérêts de la chefferie auprès de l'administration. Noël Niayo Sakalou dispose de 2 ans renouvelables une fois pour impulser un nouveau dynamisme au canton. Justement, il place son mandat sous le signe du développement et du renouveau. Le chef de village, dernier maillon dont dépend la santé de l'administration centrale, doit être à l'écoute des uns et des autres.
Il doit également apporter à l'administration ce qui manque. Nos parents nous ont mis à l'école, il faut qu'on apporte un peu à ces parents-là. Et c'est cette mission que je veux réaliser avec les cadres. Où est la jeunesse du canton? Elle est en train de boire du coutou-cou. Elle est en train de faire n'importe quoi, faire des batailles inutiles. Jeunesse du canton, j'ai besoin de vous. Mais il faudra à cette jeunesse changer de mentalité, recommande le parrain de la cérémonie. À cette cérémonie d'investiture étaient présents plusieurs chefs traditionnels venus des régions de Lamé, du Gontougo et du Lodjibois. Notre équipe de reportage était donc à Dodjanioa le week-end dernier pour l'intronisation du chef de canton. Elle en a profité pour se pencher sur les difficultés quotidiennes des populations, difficultés liées au manque de structures de base. Le village de Dodjanioa, dans la sous-préfecture de Gagnoa, c'est plus de 1000 habitants. En cas de maladie, tous accourent vers cette case de santé. Les premiers soins, maintenant il y a un dispensaire dans le village voisin à 7 km d'ici. Quand on fait les premiers soins, le lendemain, on l'évacue sur le dispensaire. Pratiquement, ce que je fais ici, c'est les accouchements plus les traitements de paluche. Nous avons besoin d'un centre de santé ici parce que le village est très grand. La case de santé ne peut pas assumer tout. Comme moi-même, mon cas, quand j'étais en travail, c'est à partir de 2 h du matin, mon mari m'a mis sur moto d'ici à Gagnoa. Il y a des cas qui sont graves et on a pris des voitures ici. On les transporte en moto. On a toutes les difficultés. Pour qu'on arrive même à 7 km où se trouve le dispensaire, déjà en cours de route, il y en a d'autres qui meurent. À ce tableau sombre s'ajoute le problème d'eau potable. Raison de plus pour les populations de se ruer vers les camions-citernes de l'ONUCI à la recherche d'eau potable. On vient cultiver l'eau là, on fait des bousculades, on se frappe aussi souvent même. Ça ne suffit pas, on est pressé. Ça ne suffit pas. Un tour à l'école primaire publique du village et voilà les images qui vous accueillent. Dans cette école construite en 1982, tout est à refaire. Cette année 2012-2013, nous avons eu 80 élèves au CP1. Alors il manque de table-banc, il n'y a pas d'infrastructure, table-banc il n'y en a pas. Quand il s'agit de la toiture, alors on n'en parle même pas parce que les tôles sont en mauvais état, il pleut même dans les classes. Au bureau, là, il n'y a même pas d'armoire. Les tôles sont aussi abîmées, donc il pleut même sur les documents des directeurs d'école, sur les documents administratifs du bureau. Ça fait 4 ans que cet appartement sert de cantine. Nous lançons un cri de cœur aux autorités pour qu'on ait une cantine digne de ce nom. On a un effectif de 400 élèves et c'est l'appartement là, sous l'appartement là, nous nous débrouillons pour donner de quoi manger aux enfants et les midis. On a des logements, mais pendant la saison de pluie, on a du mal à passer les nuits. Et pourquoi? Parce que les toits coulent. On n'a même pas de cuisine. Le souhait de ces enseignants, réhabiliter l'école primaire publique de Dodjanioa et créer de meilleures conditions de vie et de travail. On retourne à Boaké, mais pour parler cette fois-ci environnement. La coordination générale des comités d'assainissement de Boaké mène une campagne contre l'insalubrité dans certains quartiers de la ville. À cette occasion, des poubelles ont été offertes aux populations. Retrouvons la paire Ouattara Amadou, Charles Tatou. Créée en 2006 par les jeunes volontaires, la coordination générale des comités d'assainissement de Boaké s'est investie dans la lutte contre l'insalubrité. Après avoir fait le constat de l'existence de plusieurs tas de dépôts sauvages d'ordures ménagères au quartier Toulakwa-Diokro, situé à l'extrême nord-ouest de la ville de Boaké, cette coordination vient d'y initier une opération de sensibilisation contre l'insalubrité. L'implication communautaire et la distribution de poubelles gratuites ont été les stratégies mises en œuvre pour amener les populations de ce quartier à adhérer massivement à cette opération de salubrité. Opération qui bénéficie du soutien de l'Agence nationale de salubrité urbaine. Son représentant a invité les populations à faire de la salubrité une seconde religion. La question de la salubrité, c'est-à-dire des déchets, des ordures au niveau de la Côte d'Ivoire, est très préoccupante. Ce qui fait que depuis l'avènement
du président de la République. Et il en a fait de cela une priorité parmi les priorités. Ce qui a valu aujourd'hui dans toute la Côte d'Ivoire qu'il y ait des actions de salubrité, c'est-à-dire des programmes d'urgence. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet de professionnalisation de la filière des déchets solides ménagers, de création d'emplois et donner un cadre de vie sain. Ma présence ici vise à amener les ménages à changer de comportement. La clé d'une santé, c'est un environnement sain. Le projet de professionnalisation des déchets solides vise la création d'environ 20 000 emplois en Côte d'Ivoire en vue d'assainir les villes. Il serait donc bon que les populations y apportent leur contribution pour le bonheur de tous. Ici, à Abidjan, les meilleurs acteurs de développement et de relance économique ont été distingués le week-end dernier. L'initiative est de l'Observatoire de la bonne gouvernance et du développement. La structure entend ainsi susciter le goût du travail bien fait dans tous les secteurs et dans toutes les franges de la population ivoirienne. On en parle avec Herman Niamia. Ils sont dans tous les secteurs d'activité et contribuent fortement au développement de la Côte d'Ivoire. Et ce sont ces acteurs primés pour leur dévouement pour la relance économique de la Côte d'Ivoire. L'Observatoire de la relance économique de la bonne gouvernance et du développement OREP, en les honorant, veut susciter au sein de la population ivoirienne le goût du travail bien fait. Le super prix du meilleur acteur de développement et de la relance économique est revenu à Victor Akaboua, directeur général d'une entreprise exerçant dans l'hévéaculture. Outre Victor Akaboua, Irielou Colette, présidente de la FENACOVICI, la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, a reçu le prix spécial de la meilleure dirigeante de coopérative de vivriers. Naounou Koré Robert a quant à lui reçu le prix spécial du meilleur administrateur des entreprises minières et pétrolières. Et enfin, Yao Kwadio Félix a obtenu le prix spécial du meilleur manager des entreprises de financement de projets socio-économiques. L'Observatoire de la relance économique, de la bonne gouvernance et du développement, selon les initiateurs, a été mis en place pour encourager et reconnaître le mérite de toutes les personnalités et institutions de développement qui participent à la relance économique de la Côte d'Ivoire. Coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, la communauté burkinabé du sud-ouest de la Côte d'Ivoire veut s'engager résolument à participer au processus de réconciliation nationale. Elle a d'ailleurs choisi la cohésion comme thème de l'investiture de son délégué consulaire. On reste toujours avec Herman Niamia. Renforcer la coopération ivoiro-burkinabé et prendre une part active dans le processus de réconciliation nationale. C'est l'objectif de cette rencontre. Une rencontre qui a vu l'installation du nouveau délégué consulaire du Burkina Faso à Biyo. Entre autres charges, il devra consolider les bonnes relations, mais aussi la cohésion au sein de la communauté burkinabé par moments fragilisée. L'engagement a donc été pris par les uns et les autres de faire de la cohésion sociale à Biyo une préoccupation quotidienne. La promesse a donc été faite de sauvegarder la paix et la solidarité. Le consul honoraire du Burkina Faso, Assoubre Zoundi Jean de Dieu, a souligné que la contribution de ses compatriotes au processus de réconciliation nationale est une des priorités de ses actions. Se félicitant de l'union retrouvée au sein de la communauté burkinabé, le préfet de Biyo, Diaby Gueye Achille, a indiqué qu'elle sera d'un apport inestimable dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, vu l'importance de cette communauté dans sa circonscription. À Afotobo, dans le département de Béoumi, au centre du pays, les jeunes se réconcilient autour de la culture, occasion mise à profit pour penser développement. Le reportage de Soro Corona est commenté par Kwadjo Kwame. Mettre à contribution la culture au service de la réconciliation. C'est ce canevas qu'utilisent les filles et fils d'Afotobo, village du département de Béoumi, pour taire leurs divergences et penser au développement de cette localité. Chants, danses traditionnelles, contes, légendes et autres activités telles que le règlement des litiges en pays codé étaient au menu de cette rencontre culturelle. Au cours du lancement de ces activités de retrouvailles et de cohésion, les différents intervenants ont salué l'initiative. Initiative soutenue et appuyée par le chef du village, Nana Kwabe Kwaku. Le chef d'Afotobo a exhorté la jeunesse à cultiver l'esprit de solidarité et de participation à la construction du village, leur terroir commun et au-delà de toute la Côte d'Ivoire. Durant une semaine, la jeunesse d'Afotobo s'est investie à travers ce retour au village pour tracer les sillons du développement et surtout inciter les filles et fils à fréquenter leur village.
Hors de nos frontières, la Syrie est au menu de toutes les conversations politiques occidentales. En France, le président François Hollande fait face à l'exigence du Parlement qui veut un vote avant toute intervention. La Russie, elle, se dit pas convaincue par les affirmations d'utilisation d'armes chimiques. Quant aux États-Unis, l'heure est à la campagne d'explication afin de convaincre le Congrès américain avant de lancer des frappes contre Damas. Beaucoup de bruit pour rien à Washington. D'abord, on menace le régime d'Assad sur tous les tons. Après mûre réflexion, j'ai décidé que les États-Unis devraient prendre des actions militaires contre des cibles du régime syrien. Ensuite, la Maison-Blanche a envoyé au Congrès un projet de résolution autorisant le président à user de la force en Syrie. En la matière, le Congrès a été rarement sollicité par les présidents américains. J'ai demandé l'autorisation d'utiliser la force auprès des représentants du peuple américain au Congrès. La Chambre des représentants et le Sénat débattront du sujet le 9 septembre. Le président américain doit tenir compte de l'opinion publique américaine qui désapprouve à une grande majorité toute intervention militaire à l'extérieur, avec un peu partout des manifestations contre l'intervention. Les souvenirs douloureux de l'Irak et de l'Afghanistan sont dans toutes les mémoires. Nous sommes ici aujourd'hui pour tenter d'empêcher une nouvelle guerre au Moyen-Orient. En attendant la décision du Congrès, le 9 septembre prochain, les bombardements continuent en Syrie. Le Premier ministre syrien a déclaré que l'armée de Bachar al-Assad est prête à faire face aux éventuelles interventions de Washington et de Paris. En Égypte, le président déchu sera jugé. Il est en effet reproché à Mohamed Morsi d'avoir incité ses partisans à tuer des manifestants en décembre dernier. Plus près de chez nous, en Guinée, la campagne pour les législatives du 24 septembre prochain est ouverte. On note qu'il n'y a pas de grande mobilisation en cause le manque de moyens financiers des partis politiques engagés dans la course. À côté de cela, il faut noter le traitement infligé aux femmes. Elles seraient reléguées à l'arrière-plan sur les listes électorales. Madame la Première ministre. Premier ministre, elle en rêvait, Rabiatou Diallo. Mais il y a 3 ans, le poste lui échappe de peu. Depuis, elle préside le Conseil national de transition, qui fait office de parlement. Une fonction de premier plan pour cette grande figure de la lutte syndicale. Une femme dans les hautes sphères du pouvoir, une exception dans le paysage politique guinéen. Car pour faire carrière, encore faut-il se faire une place dans les partis, et pas seulement pour assurer l'animation des meetings. Quand il s'agit de partage du pouvoir, on nous relègue au second plan. Alors c'est chose que nous ne devons plus accepter. Le pouvoir, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Nous nous battons sur le terrain, c'est tout à fait normal que nous soyons là aussi au poste de prise de décision. Sur les listes de son parti pour les législatives, Aïssata Dafé arrive seulement en 4e position. La loi électorale impose 30% de candidatures féminines. Atteindre ce quota est déjà compliqué, mais placer les femmes aux premières loges, c'est encore plus rare. Le parti PEDN, lui, joue le jeu. Il annonce 39% de femmes sur ses listes. Djilakatou Diallo est tout en haut, à la 2e place. Notre leader Elhadji Lansana Kouyaté l'a exigé. Il a tenu compte du bon positionnement des femmes sur les listes nationales. Mais les a priori ont la vie dure et nombre de femmes se voient écartées au prétexte de leur manque de formation. Cette ONG américaine a décidé de les aider. Elle finance des cursus pour les candidates. Notre ambition, c'était de former toutes les femmes candidates dans le cadre des élections législatives. Mais on s'est aperçu qu'il y a près de 600 femmes candidates et nous n'avons pas les ressources financières nécessaires pour pouvoir donc prendre en compte toutes les femmes. Donc nous avions simplement jeté notre dévolu sur près de 250 femmes. Le NDI a aussi mis en place une coalition des femmes politiques. À sa tête, on retrouve Aïssata Dafé, très combative. Elle espère bien un jour parvenir à instaurer une vraie parité en Guinée. Au Sénégal, justement, une femme vient d'être promue. Aminata Touré a été nommée Premier ministre hier par le président Macky Sall. L'ancienne ministre de la Justice prend la tête du gouvernement après le limogeage d'Abdoul Mbaye. Ils sont rwandais, ils avaient fui la guerre pour se réfugier en Tanzanie, mais voilà, leur présence devenait encombrante, ils ont été expulsés. De retour dans leur pays, les autorités n'arrivent pas à les prendre en charge. Des tentes bien alignées, c'est le camp de transit de Kianzi. Il accueille les Rwandais expulsés de Tanzanie.
Des hommes, des femmes, des enfants qui n'ont que quelques jours pour plier bagages. Je suis arrivée le 9 août, juste avant la date limite. Je suis venue sans rien, sinon je risquais de me faire tuer si je restais après cette date. Ceux qui ont des enfants avec un Tanzanien devaient partager les enfants ou les laisser là-bas. Moi, mon mari a une autre épouse, alors il m'a donné de l'argent pour le transport et m'a laissé partir avec tous mes enfants. Officiellement, c'est parce qu'ils n'avaient pas de papier que ces Rwandais ont été expulsés. En réalité, ils sont victimes des relations exécrables entre leur président Paul Kagame et son homologue tanzanien. Loin des joutes politiques, ils doivent tout recommencer à zéro. Là-bas, j'ai laissé tous mes biens, mes vaches, des terrains. Si seulement on pouvait aller récupérer nos biens, les vendre pour ensuite revenir s'installer au Rwanda. Première étape, se faire enregistrer. Certains étaient en Tanzanie depuis la fin des années 50. Les autres ont immigré par vagues successives, souvent pour des raisons économiques. Avec le Rwanda, les liens se sont distendus peu à peu et la réinstallation risque d'être difficile. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir un terrain et recommencer la vie simple que j'avais là-bas. 6 mois, c'est ce que le gouvernement se donne pour trouver une terre à tous ceux qui n'ont plus de famille au Rwanda et fermer ainsi le camp de Kianzi. Un tour de l'actualité du reste du continent avec des escales en Tunisie, en République démocratique du Congo, au Burundi et en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud où après 3 mois passés à l'hôpital, Nelson Mandela a regagné son domicile où il continuera de recevoir des soins intensifs. Nelson Mandela est sorti de l'hôpital dimanche. Cette fois, c'est officiel. La présidence sud-africaine a mis fin au suspense. Des journaux avaient affirmé dès samedi que l'ancien président était rentré chez lui à Johannesburg. L'état de santé de Nelson Mandela reste toutefois critique et parfois instable, selon le communiqué de presse. Madiba était hospitalisé depuis près de 3 mois pour une nouvelle récidive d'une infection pulmonaire. Tension au Burundi. L'un des principaux leaders de l'opposition a été empêché de se rendre auprès de ses militants dans une province de l'Ouest. La police a bloqué le véhicule d'Alexis Sinduhije, récemment rentré d'exil. Ses partisans et des jeunes militants du parti au pouvoir se sont affrontés. Des journalistes ont également été brutalisés. Alexis Sinduhije appelle à résister. On ne peut pas agir sans aller sur le terrain, sans aller voir ce qui se passe avec les populations. Et je pense que le gouvernement burundais considère ça comme une menace pour les élections de 2015. Je pense qu'il est temps aujourd'hui au Burundi que le peuple burundais se lève comme un seul homme pour exiger sa dignité. À Goma, l'ONU rend hommage à l'officier tanzanien tué lors des affrontements avec le M23 mercredi dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles se sont retirés de la ligne de front et ont déclaré un cessez-le-feu unilatéral. Samedi, ils ont accusé l'armée congolaise d'avoir repris les combats, une version démentie par l'armée qui dit avoir répondu à une attaque. Une chaîne humaine à Tunis, celle de l'opposition qui maintient la pression. Ces manifestants ont quitté l'Assemblée samedi pour se rendre devant le siège du gouvernement. Une fois de plus, ils ont réclamé le départ de la coalition tripartite au pouvoir et l'organisation de nouvelles élections. La crise politique dure depuis maintenant 1 mois. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI.